Bienvenue sur Mordu, le podcast des passionnés de glisse et d'outdoor. Bonjour à tous, bienvenue sur Mordu, le podcast des passionnés de glisse et outdoor. Je suis Mathieu et nous partons aujourd'hui à la rencontre de Aurélien Pétro, le rider qui déchire tout en kitesurf big air. Vous allez découvrir un profil complètement atypique dans le monde du sport. C'est à 33 ans, après avoir créé sa propre entreprise, qu'il décide de devenir kiteboarder professionnel. Il n'était alors qu'un amateur, son histoire devrait inspirer un grand nombre de riders passionnés. Aurélien nous explique son parcours et sa vision, avec un mélange de sagesse et de passion qui n'appartiennent qu'à lui. C'est parti pour le 12e épisode de Mordu, Aurélien Pétro, The Wise Man. Salut Aurélien, bienvenue sur Mordu. Salut Matt, merci en tout cas de cette belle invitation. Un grand merci d'avoir accepté, ça me fait super plaisir. On s'est déjà rencontrés et j'ai déjà eu le plaisir moi de rider à côté de toi. Ça fait 15 ans que je fais du kite et j'avais jamais vu quelqu'un envoyer aussi fort sur un spot. Toi, ta spécialité, c'est le big air. Est-ce que tu peux nous décrire ta discipline et les sensations ? Ok, le big air, c'est assez simple en kite, c'est d'aller le plus haut possible et de faire des figures des plus impressionnantes. Alors quand je dis le plus haut possible, selon la force du vent, on va essayer de monter à au moins 15 mètres. Et si on peut avoir du vent très fort, on va essayer de friser les 30 mètres. Il y a la hauteur qui compte, mais il y a également le côté technique de la figure et l'engagement aussi du rider. Et peut-être pour ceux qui n'ont jamais vu ce que tu faisais, hein, alors je vais les inviter à regarder un peu sur YouTube, sur Insta ce que tu fais. Mais ouais, donc tu montes à 15-20 mètres de haut. Une fois que tu arrives au sommet de ton saut, tu vas faire une manœuvre qui s'appelle un kite loop pour reprendre des jets. Donc là, tu as une traction, après la traction verticale, tu as la traction horizontale qui peut te tirer sur 30, 40, 50 mètres. Ensuite, tu as l'atterrissage qui fait que, en gros, entre le moment où tu sautes et t'atterris, tu parcours pratiquement 100 mètres, non ? Tu sais à peu près combien tu fais en distance par rapport au sol ? En fait, quand on est dans des vents forts, avec des petites voiles, on va se faire décaler davantage. Et oui, on peut friser les 100 mètres. Et tu parles du kite loop, tu parlais aussi des sensations. Mais le kite loop, en fait, ça nous fait surgir une certaine forme d'adrénaline. Pourquoi ? Parce que le kite loop, c'est comme un petit coup de poker. C'est-à-dire qu'on va l'envoyer fort, mais par contre, on va prier à ce que la voile nous récupère, puisque pendant le kite loop, on est aussi en traction horizontale, mais aussi en chute libre. Donc on croise souvent les doigts pour qu'elle nous récupère jusqu'à la fin. Et en gros, c'est jouer quelque part avec son kite, jouer un petit peu avec les flammes. Tu dis jouer avec les flammes, mais c'est quoi l'état d'esprit là quand on va parler tout à l'heure de la compétition phare en big air qui est le King of the Air. Ça se passe en Afrique du Sud, à Cape Town, qui est un endroit où il y a du vent à 40 nœuds. 40 nœuds, tu restes pas sur la plage, hein, tu prends du sable dans la tête. Tu arrives sur des rampes, hein, les vagues sont parfaitement orientées pour faire des rampes. Quand on approche de saut, qu'est-ce que tu as en tête ? Comment ça se passe dans ta tête ? Alors quand t'es à Cape Town, alors c'est vrai déjà quand tu gonfles ton aile, déjà tu te fais épiler les mollets tellement le sable il vole de partout et t'es obligé limite de porter un masque ou des lunettes de soleil pour éviter d'avoir des projections de sable dans les yeux et t'entends ce bruit du vent qui te souffle dans les oreilles en permanence et qui te rappelle que t'es pas tout à fait dans ton élément naturel. Donc déjà rien qu'avant d'aller à l'eau, t'as une petite forme d'appréhension, t'as le cœur qui commence à battre. Mais quelque part, tu as aussi cette forme d'adrénaline qui est en train d'arriver, que tu vas vouloir gérer sur l'eau. Donc au début, appréhension, et après, une fois que tu décolles ton kite, ça y est, c'est parti, et tu as cette forme de liberté aussi qui arrive vers toi. Quand tu décolles ton kite, d'ailleurs, je crois que t'as des mecs qui te tiennent à l'arrière pour pas que tu t'envoles. Oui, parce qu'effectivement, sinon tu vas te faire traîner sur le sable. Et une fois que tu as bien relevé ton kite en direction du spot, vers l'eau, où là tu commences à te faire tirer dans l'eau parce que quelque part les aides ils te lâchent. À ce moment-là, tu te dis une chose, maintenant voilà, j'y suis et je dois envoyer et je vais éviter de me poser trop de questions. Donc d'accord. Et après, donc tu vas sur l'eau, tu commences à faire 2 allers-retours pour t'échauffer quand même, 2-3 allers-retours pour pas aller trop vite. Et au 3e aller-retour, là tu vas essayer d'aller chercher la plus belle vague, qui a le bon timing, qui représentera en fait pour toi le tremplin qui te permettra aussi d'aller plus haut que si tu n'avais pas du tout de tremplin. Et une fois que tu commences donc à décoller, bon, tu as déjà cette forme de liberté parce que ça y est, tu voles, tu es en l'air.
Alors juste avant de décoller, bien sûr, tu vas aussi t'imaginer la figure que tu vas vouloir faire. Tu l'improvises pas au dernier moment, mais quelques secondes avant quand même pour commencer à te projeter et faire les bons mouvements pour que ça fonctionne. Et alors là, ça décolle, c'est parti. Tu montes à 20 mètres. Là, tu as le kite loop qui part. Donc là, tu te fais tirer super fort. Et donc là, il y a ce moment que tu évoquais de flottement, c'est que la puissance est telle qu'à un moment, le kite ne porte presque plus. Et après, tu vas être récupéré et ça fait un espèce d'effet balancier. En fait, ce qu'on va avoir, c'est un effet pendulaire. C'est-à-dire qu'on va partir à l'horizontale, mais c'est comme si on allait se prendre un petit coup de pied aux fesses, et du coup, on va venir en direction de son kite et donc détendre les lignes. Et comme on détend les lignes du kite, du coup, le kite ne porte plus, et à un moment, il a ce petit laps de temps où il ne réagit plus tellement en attendant que les lignes se retendent. Et c'est là où à un moment, on a cette adrénaline qui est en nous, parce qu'on se dit, mais si les lignes se retendent pas, le kite ne fonctionnera pas, et on va s'écraser comme une pierre dans l'eau. Et là, bon, bah, forcément, ça peut être l'accident éventuel. Ouais, là, ouais, sachant que t'es à... Pareil, je redécris pour ceux qui voient pas, mais en gros, t'es à 20 mètres de haut, sûrement à 70 km/h, et la chute, elle peut faire mal, quoi. Je dis ça en souriant, mais il y a des gros accidents. Ouais, après, il faut aussi apprendre au début à pas aller trop haut et aussi à apprendre à chuter pour éviter de se faire du mal. Maintenant, je dirais qu'aujourd'hui, plus on est haut, bah, moins on a de risques sur les kite loops. Parce que on laisse davantage de temps au kite, quelque part pour se ressaisir, pour nous récupérer et pour poser comme une feuille sur l'eau. Et le problème avec ce type de pratique, hein, c'est que tu peux pas le faire avec un demi-engagement. Je vais juste prendre l'exemple, là, justement, quand j'ai ridé avec toi, je te regardais faire, et je te voyais, enfin pour moi, prendre des prises de risque énormes. Je me dis, mais comment il fait le mec C'est incroyable. Je t'ai vu chuter, bon, fort, très fort. Je t'ai vu te relever, genre un peu sonner et te remettre et attendre 5 minutes. Et je me suis dit, bon, bah, en fait, il est comme moi, quoi. Quand il se fracasse, il se fait mal, ça fait mal, il serre les dents et il attend un peu. Je me suis dit, bon, bah, allez, Aurélien le fait, que de l'engagement, t'y vas, quoi. Je me suis dit, allez, même condition, même truc. J'ai envoyé le truc et arrivé en haut, j'ai hésité une demi-seconde. Alors là, ça a été la catastrophe. Je me suis fracassé comme jamais parce que j'ai pas pu aller au bout du truc et il y a rien de pire. Et je pense que vraiment, toi, tu es dans une discipline où, je sais pas si c'est la visualisation, ou en tout cas l'état d'esprit au moment où tu engages la figure, il faut que tu sois à fond, quoi. C'est vraiment du 110% où ça casse direct, quoi. Le kite loop, c'est clair. Le kite loop, c'est quand tu veux l'engager. Alors, avant même de l'engager, déjà, il faut savoir si tu as le niveau pour commencer à l'engager et si tu as les conditions qui sont requises. Et surtout, y aller avec de la conviction. On ne peut pas demander à son kite de tourner vite si derrière, le mouvement qu'on fait avec la barre, il n'est pas assez violent. Et c'est ça qui compte. On a tous tendance à regarder et à être focalisé sur son kite. Mais en fait, le kite, c'est simplement la conséquence de ce qu'on vient de faire. Je pense qu'il faut être plutôt focalisé sur quelque part le travail qu'on fait avec la barre, qui est l'instrument de pilotage du kite. Est-ce que tu peux nous décrire ta figure préférée? Alors j'aime bien en ce moment, j'aime bien le triple late back roll. En gros, j'envoie un kite loop et je veux faire 3 saltos arrière. On est aussi dans cette impression quelque part de non-contrôle. C'est-à-dire que pendant la chute libre, où le kite justement ne répond plus à grand chose, là on va se lancer à faire 3 saltos et en se disant bah, j'espère que les 3 vont passer et ensuite le kite nous récupérera. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est une figure sans fin parce qu'une fois que tu en as fait un, après tu attaques le deuxième, après tu attaques le troisième, et puis peut-être qu'un jour tu peux rêver à en faire 4, peut-être même 5. Et je trouve que c'est une figure qui est évolutive et qui donne beaucoup d'adrénaline parce que pendant ce temps-là tu vois plus grand chose, tu mets tes 3 saltos arrière et puis bon tu dis bon qu'est-ce qui se passera à la sortie, t'as toujours une bonne surprise. Ça, cette figure, vous êtes combien à la passer là en ce moment sur le tour? Sur les 18 du King of the Year, j'aurais dit 7 ou 8 peut-être. Alors après chacun a sa manière de le faire. Il y a des riders qui vont passer par exemple une première rotation et ensuite 2 pendant la chute libre, ou alors sinon le rider qui va la passer pendant la chute libre uniquement, donc il va falloir qu'il tourne 2 fois plus vite. Du coup là on est un petit peu moins nombreux, je dirais peut-être qu'on est 4 personnes. En février 2020, il y avait le King of the Year, hein, et je crois que t'en as envoyé un. T'en as posé un d'ailleurs? Alors sur le premier hit, j'ai posé effectivement les deux triple late. Par contre sur mon deuxième hit, j'en ai pas posé un seul. J'en ai tenté 3 et j'en ai pas posé un seul. Je pense qu'il y avait à mon avis un manque de hauteur de ma part pour que ça puisse passer en triple. En double ça passait mais pas en triple. On parle du King of the Year, hein. C'est une épreuve qui est organisée par Red Bull depuis 5-6 ans en Afrique du Sud, en janvier ou février en début d'année, là où le vent le souffle le plus fort. Et il y a une vingtaine, alors cette année il y avait 18, les meilleurs riders mondiaux.
qui viennent s'affronter pendant ce King of the Air. J'ai entendu ton surnom, toi, sur le King of the Air. En tout cas, un de tes surnoms, c'était le The Old Man. Est-ce que tu peux me dire d'où ça vient? Bah, je pense qu'on n'a pas besoin d'aller chercher bien loin pour savoir que je suis le rider, en tout cas en Big Air, le plus âgé. Je suis né en 83 et donc cette année je m'en vais sur mes 37 ans. Un deuxième rider c'est Lewis Crathorn, mais il a 2 ans de moins que moi. Et après tous les autres riders ont entre 17 et 30 ans. Voilà, peut-être 31 ou 32 comme Kevin et Aaron, mais la plupart c'est entre 17 et 30 ans, et je crois que ça a tendance à se rajeunir de plus en plus, la moyenne d'âge. Là, t'évoques Kevin Langery et Aaron Adlow, qui sont des vétérans du circuit. Ouais. Ça fait 15 ans qu'ils sont là, depuis le début du kite. Aaron Adlow, il a été 10 fois champion du monde. Toi, c'est marrant, t'es arrivé relativement tard sur la scène du kite, par rapport à ton âge, à ton expérience. Tu faisais quoi avant? Alors j'ai un parcours assez atypique. À la base, je suis ingénieur paysagiste. Voilà, je suis quelqu'un qui aime bien jardiner, créer, concevoir des jardins. J'ai eu mon diplôme et ensuite je suis parti travailler au Club Med comme géo. Et après, en revenant de ce périple du Club Med, bah, je me suis dit pourquoi pas investir dans l'immobilier, chose qui n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, mais il y avait peut-être certainement à travers ce métier qui est investisseur d'immobilier, qu'aujourd'hui je fais d'ailleurs depuis 10 ans, il y avait certainement la recherche au fond d'une qualité de vie qui associait donc le plaisir, l'endroit où tu peux vivre, la disponibilité que tu peux avoir, la flexibilité et quelque part la liberté au fond de tout ça. La liberté, liberté d'entreprendre et ce côté sécure qui assure que derrière ton avenir sera constitué d'un patrimoine solide qui te permettra à la fois de prendre ta retraite quand tu voudras et être sûr de pouvoir vivre jusqu'à la fin de tes vieux jours dans des conditions confortables. T'es resté combien de temps au Club Med? J'ai fait 1 an seulement. D'accord. 1 an, et c'était en Égypte, le seul Club Med en Égypte où il y avait une section, en tout cas, des activités kite. D'accord, t'étais au Club Voile du Club Med. Tout à fait. D'accord. Et t'as fait des rencontres là-bas? Parce que moi, j'y suis allé quelques fois au Club Med et je me suis dit que justement Alors déjà, je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas fait ça quand j'étais jeune? Quel idiot j'ai été de ne pas aller bosser dans le Club Med. Ça a l'air vraiment rigolo à cet âge-là, en tout cas. Et je trouve aussi que tu pouvais faire des rencontres assez intéressantes avec les clients, puisque tu es obligé pour ceux qui sont jamais allés au Club Med, le personnel, entre guillemets, le staff est obligé d'aller manger avec les clients. Et ce qui est pas mal, c'est que tu peux, j'imagine, faire des rencontres assez intéressantes. Est-ce que c'est à ce moment-là où c'est avec tes discussions avec peut-être des personnes qui avaient été entrepreneurs, qui étaient plus établis dans la vie, que tu as commencé à dessiner ce chemin? Indirectement, oui. Dans le mot Club Med, il y a le mot club, et dans le mot club, il y a le mot réseau. Et c'est vrai que tu rencontres, et on pourrait même citer le Club Med, mais aussi on pourrait citer un autre club qui m'a apporté Kite & Connect, qui est aussi un club d'entrepreneurs. Et effectivement, tu as raison, c'est à force de rencontres, et notamment au Club Med, où j'ai commencé à quelque part à réfléchir sur quelque chose de plus stable, c'est-à-dire de plus sécure que d'être géo au Club Med, où là tu vis dans une bulle, tu vis au jour le jour, et tu te diras, on verra ce qui se passera le lendemain. Mais effectivement, tu es avec des gens qui ont une vision de la vie, qui ont des choses bien calées, on a toutes les professions là-bas, que j'ai déjà commencé, alors à cette époque-là j'avais 24 ou 25 ans, que j'ai commencé à grandir un petit peu avec eux, et au retour du Club Med, j'ai rencontré une personne, alors je suis pas rentré d'Égypte vers la France tout de suite, j'ai fait Égypte et ensuite Grèce. Et en Grèce, là j'ai rencontré effectivement une personne clé, qui est aujourd'hui un ami, qui est investisseur d'immobilier, et il me disait, mais Aurélien, tu vois, on était donc en 2010, tu vois, aujourd'hui, moi j'ai 24 appartements, et je peux vivre décemment, je peux partir en vacances lorsque je le veux, et ma retraite, elle est assurée. Et c'est vrai que tu voyais, le gars, il faisait du kite un peu quand il voulait, il avait le boulot qui allait bien, et en rentrant, après la Grèce, donc en rentrant en France, mon grand frère et mon père me disent, Aurélien, on a une surprise pour toi. Et cette surprise, c'était d'avoir acheté un immeuble, d'avoir constitué une SCI familiale, et donc c'était un immeuble qu'il fallait rénover, et c'est là que tout a démarré, en tout cas dans l'immobilier. Énorme. Tu fais déjà du kite à cette époque-là? Ouais, le kite, ça fait depuis 2001 que je fais du kite.
Donc j'étais, je le suis encore d'ailleurs, un passionné, un amateur passionné. Et c'est vrai qu'en découvrant ce métier-là, tu te dis mais ouais, je vais pouvoir faire du kite, euh, je vais pouvoir voyager et je vais aussi pouvoir construire. Et ça c'est top quand tu peux associer tout ça ensemble. Et là, en 2010, t'as quel niveau en kite? T'es déjà ultra solide comme maintenant ou t'es juste un bon amateur Non, je suis un bon amateur. Alors, je suis un bon amateur. Alors, peut-être que sur les spots, je faisais partie des gens qui avaient un bon niveau, mais j'étais un amateur. J'avais pas du tout le niveau et j'envisageais pas d'avoir le niveau que j'ai aujourd'hui. T'étais sponsorisé par le shop local ou même pas? Pas du tout. Un rider, un amateur passionné, voilà. Très bien. Et c'est où là? C'est où ton home spot à l'époque? À l'époque, j'avais pas un seul home spot, j'en avais peut-être plusieurs. Au travers de mes études, j'avais voyagé entre Nantes, Lille et Rennes. Donc la région du Nord, j'adorais aller kiter, la Bretagne Nord, la Bretagne Sud, idem. Et je faisais aussi quelques saisons d'été, comme en job saisonnier, que ce soit en Charente-Maritime, en Vendée. Et donc ça faisait aussi partie des spots que j'adorais, en tout cas sur lesquels j'adorais rider. Euh, et c'est qu'en 2012 où je me suis installé en Bretagne, où là effectivement on peut considérer que j'ai un home spot qui s'appelle Quérillo, là où j'habite aujourd'hui. Donc 2012, arrivé en Bretagne, t'as rénové l'immeuble acheté avec tes parents. J'imagine que tu continues à investir du coup, ça reste ton activité principale, l'immobilier. Oui, l'acquisition, la première acquisition nous a emmené vers une deuxième, puis une troisième, et puis maintenant vers plusieurs acquisitions. Alors la subtilité, c'est que c'était pas un investissement en Bretagne, c'est un investissement à Poitiers. On va dire que qui est ma ville natale, c'est là où j'ai grandi, et donc c'est ici qu'on a acheté notre premier immeuble. Donc aujourd'hui, je me retrouve effectivement à faire quelques navettes entre la Bretagne où je vis et Poitiers où je travaille. Nickel. Et alors, quand est-ce que tu te dis, tiens, je ferais bien de la compète, je commence, à un moment, je me tournerais voir bien vers le kitesurf professionnel. Comment ça se passe? Alors ça se passe d'opportunités. C'est-à-dire qu'on était en 2016 où là, quelque part, j'avais peut-être installé une certaine situation où je pouvais me permettre, on va dire, de voyager plus facilement. Parce que c'est vrai qu'au début, quand on se lance dans un projet, on y est à 100%. Et dans l'immobilier, tu prends beaucoup de crédit à dos, donc t'as pas envie de te planter, donc t'évites de partir trop, tu mets la main à la pâte. Enfin, en gros, ça demande du présentiel sur les chantiers. Et plus vite tu avances, plus derrière tu peux on va dire, bah, te reposer sur une équipe d'artisans. Tu as compris effectivement les pièges dans lesquels tu ne devais pas tomber. Donc quelque part, tu peux t'éloigner, tu peux prendre de la distance avec tes projets. Et en 2016, à ce moment-là, j'étais au Brésil. Et je m'étais dit, peut-être que maintenant, tu as envie aussi de faire, de passer la step supérieure, de faire autre chose. Non pas d'arrêter l'immobilier, mais de faire une deuxième activité. Et je m'étais dit que pourquoi pas se lancer dans la compétition de kite. Pourquoi la compétition de kite? C'est-à-dire que pour moi la compète c'est quelque part un leitmotiv d'aller chercher tes limites personnelles, mais de les emmener surtout toujours plus haut et toujours plus loin. Aujourd'hui quand tu fais du kite par exemple tout seul, je dirais que tu peux progresser mais ça va être vite limité. Par contre quand tu te retrouves avec des gens qui sont meilleurs que toi, avec des stars et des légendes mondiales quelque part du kite, mais ça va t'emmener hyper haut. Et je dirais que c'est même grâce à eux où aujourd'hui j'arrive au niveau que j'ai aujourd'hui. Mais là, à 33 ans, tu te poses, tu te dis, comme plein de gens d'ailleurs, hein, t'as consolidé un truc et tu te dis, allez, c'est quoi la suite? Alors il y en a certains qui se diraient, bon, je vais m'acheter un plus grand appart, je vais me lancer dans le digital, je vais... Et toi, tu te dis, tiens, je vais me lancer dans le kite professionnel. Est-ce que tu te dis pas, est-ce que ton entourage te dit pas, mais Aurélien, t'as 33 piges, enfin, faut faire autre chose, quoi. Oui, on a souvent tendance, enfin gentiment tendance à m'enterrer avant l'heure. Sauf qu'à ce moment-là, et encore aujourd'hui, j'avais simplement une chose, je voulais me prouver que l'impossible peut devenir possible. Alors que ce soit en compétition, quand tu te l'es prouvé en compétition, l'avantage, c'est que tu peux te le prouver aussi dans la vie de tous les jours. Donc acheter un appartement, à la limite, ça peut être aussi un projet. Mais dans ces cas-là, tu peux aussi, tiens, un jour j'aimerais avoir un yacht. Ça aussi, ça peut devenir possible. Et
pour moi, quelque part, la compétition, en tout cas le niveau que j'ai acquis aujourd'hui et le chemin que j'ai parcouru, j'ai réussi à me prouver que l'impossible peut devenir possible. Donc c'est bien, parce qu'après tu transposes sur autre chose. Un appartement, un bateau, une voiture, ou plein d'autres choses. Enfin bon, peu importe. Mais c'est ça que j'apprécie à la compète, c'est que tu peux te prouver des choses sur un plan personnel que tu peux transposer après sur un plan professionnel ou sur autre chose. Je vais me permettre d'insister là-dessus parce que je t'ai déjà entendu parler, on s'est déjà croisés. Je vais quand même insister là-dessus. C'est bien, tu te dis je vais me prouver un truc à moi-même, mais est-ce que tu sais pourquoi tu avais besoin de te prouver ce truc-là? Parce que c'est quand même un pari assez fou, c'est un pari assez engageant physiquement. Enfin, ok, tu te dis je vais m'acheter un gros truc ou je vais réussir dans les affaires, mais ça touche pas à ton intégrité physique. Là, t'es sur un truc aussi, même si demain tu gagnes le King of the Air, hein, t'as fini quatrième l'année dernière, même si tu le gagnes, ça va pas non plus te propulser au firmament de la popularité mondiale. Qu'est-ce que tu cherches à travers ça? Quelque part, à alimenter mon besoin de dépasser mes limites et de faire toujours mieux. Je suis quelqu'un de très perfectionniste, exigeant avec moi-même et aussi avec les autres. Donc pour moi, la compétition, d'ailleurs surtout quand tu fais pas forcément des belles performances le jour J, te pousse à te dire mais Aurel, t'as déconné, tu peux faire mieux la prochaine fois, entraîne-toi et tu vas voir, tu vas y arriver, tu vas aller toujours plus loin. Et clairement, effectivement, l'an dernier quand j'ai fini quatrième, mais là je me suis dit mais tu vois, putain, ça fait quelques heures que tu t'entraînes sur l'eau, t'es certainement aussi le plus âgé des riders, le moins expérimenté, et pourtant t'arrives quand même à faire quelque chose. Donc pour moi c'est aussi ce besoin de défier un petit peu les lois, pas les lois de la nature, mais en tout cas les lois qui te dicteront que parce que t'es pas né au bord de la mer, parce que tu t'y prends peut-être plus tard que tout le monde, parce que t'en as pas fait ton métier, cette loi qui te dit tu peux pas être pro rider. Or en fait c'est parfaitement faux, on peut y arriver, mais au fond tout ça c'est la volonté, c'est le courage et c'est la résilience qu'on va y mettre dans ce projet-là. Et je trouve que à la fin la performance de finir quatrième, pour moi c'est un honneur. À titre personnel, je trouve que c'est un exemple incroyable, tu vois, parce que moi, je te taquine sur ton âge, mais je suis plus vieux que toi. Et effectivement, je te dis bravo, parce que c'est juste phénoménal, quoi, d'arriver en 2016 à se lancer là-dedans, et 4 ans plus tard, avoir ce niveau-là, c'est un exemple incroyable. Donc, félicitations. Euh, euh, Quand tu te dis en 2016, je vais devenir pro rider, euh, on sent que tu es déjà mature, que tu as des expériences. Comment tu approches le sujet? Alors déjà il y a la partie, faut pas se cacher, il y a quand même la partie financière. C'est-à-dire que tu te mets pas à faire de la compétition en ayant les mains dans les poches ou en demandant à tes parents de te financer, enfin non. Ou même, pour moi, la logique voulait que je ne pouvais pas aller dans l'aventure tout seul. Il me fallait quelque part une équipe, d'accord? Une équipe de sponsors qui, eux, vont t'aider à financer, on va dire, tous tes déplacements, ton matériel. Euh, je voulais trouver des sponsors à mon image. Je voulais pas aller chercher le premier venu qui sous prétexte que ça me donnait de l'argent. Après, j'allais devoir faire de la pub. Enfin, non, je voulais avoir quelque chose de constructif, un deal gagnant-gagnant pour les deux. Et alors d'un côté, je voulais chercher des entrepreneurs à mon image. Entrepreneurs, donc là j'avais trouvé Serena, le fonds d'investissement français. J'ai rencontré aussi Iban First. C'est pas le PayPal français parce qu'il travaille à l'international, mais pour ceux qui connaissent pas Iban First, c'est du PayPal mais pour du B2B et ça rayonne à travers le monde. C'est une solution de paiement. Et dernièrement, j'ai trouvé aussi un autre entrepreneur, Pascal de Rennes, qui a une société en Normandie de confection de lingerie pour hôtels et restaurants. Et derrière, j'avais cette envie d'emmener des entrepreneurs avec moi pour partager cette aventure où, dans cette aventure, il y avait des hauts, il y avait des bas, il y avait des objectifs, il y avait des réussites, et il y avait effectivement ce côté de dépassement qu'il fallait pousser plus loin. Et quelque part, on s'est liés en fait tous ensemble. Et aujourd'hui, pour moi, si on me disait mais pourquoi tu as été chercher ces gens-là, je me dis c'est pour ne pas être tout seul et en plus pour faire passer un message intéressant, le message du sportif de haut niveau qui peut être aussi un entrepreneur
Et vice-versa, on pourrait très bien dire aussi qu'un entrepreneur est un sportif de haut niveau. Tous les jours, il doit quelque part se surdépasser et aller sans cesse augmenter ses performances. Donc, pour moi, je voulais être sponsorisé, mais d'une manière peut-être un tout petit peu différente des autres. Je voulais pas me retrouver sur les réseaux sociaux en montrant fièrement mon matériel, mon harnais, ma combi, et être tous les jours sur Instagram, puisque pour moi, j'avais pas le sentiment d'être gagnant et j'avais pas quelque part la sensation que c'était constructif sur un plan pro et perso. Mais t'as quoi en poche au moment où tu vas voir Serena, par exemple? T'as déjà une vidéo, tu dis salut, je suis Aurélien, je fais un peu de kite, je voudrais devenir champion du monde de Big Air, est-ce que vous êtes chaud? Comment ça se passe? Je comprends pas bien. Non, pas tout à fait. La vie, enfin, elle est faite de rencontres, et donc c'est à travers la rencontre de Bertrand Diard, hein, qui est une personne connue dans le monde du digital et de la data, qui est aussi pratiquant en kite, que j'ai rencontré au Brésil. Juste après avoir fait ma vidéo, ma première vidéo du sélection pour le Red Bull King of the Air, et là, à ce moment-là, j'avais rencontré Bertrand. Alors, j'avais pas encore, si tu veux, appris la nouvelle que j'étais sélectionné, mais je me rappelle bien du Brésil où on revenait à Fortaleza en taxi. J'avais passé 3 heures avec Bertrand et lui dire, bah, je pense qu'un jour, je me mettrai à faire de la compétition de kite. Et j'avais quand même envoyé ma vidéo pour la sélection. Et 15 jours plus tard, le Red Bull King of the Air m'apprend, enfin l'organisation m'apprend que je suis sélectionné. Donc ni une ni deux, j'appelle Bertrand. Et c'est là qu'il me dit, bah écoute, on va te faire rentrer chez Serena, qui va être ton premier sponsor. Et après, on va te faire rentrer dans une deuxième société, on va te présenter une deuxième société qui est IBAN First. Et puis voilà, après, les choses se sont tissées au fur et à mesure, la confiance s'est installée. Et aujourd'hui, je pense que je remercie jamais assez. Et ce qui est intéressant, tu dis, j'ai pas voulu faire comme les autres. Alors ça se sent, ça se voit. J'ai écouté un commentateur là, lors du quota du King of the Air 2020 qui parlait de toi et à un moment il dit alors lui it's not a pro rider, comme si tu vois t'étais pas un pro rider quoi, tu vois. Je trouvais que c'était assez marrant. C'est vrai parce que quelque part tu veux le faire à ta façon. Le fait qu'on dise t'es pas un pro rider, c'est tu le choisis ou c'est subi aujourd'hui? Non, je le subis pas. J'ai pas l'impression de subir quoi que ce soit dans ma vie. Tout est le fruit de mes décisions. Non, c'est que j'affiche clairement que le kite n'est pas mon métier. Le kite est ma passion et restera toujours ma passion. À côté, je fais de l'immobilier, je fais des affaires dans l'immobilier, et ça, effectivement, c'est cette étiquette professionnelle que je porte. Dans le kite, je le fais uniquement, je dirais, sur un plan perso et passionné. Donc les commentateurs me connaissent bien maintenant parce que ça fait 4 ans que je suis sur le tour, et ils savent que ma vie n'en dépend pas du tout. Donc effectivement, toi, c'est un truc que tu ne subis pas, hein, tu te mets un peu en parallèle des pro-riders entre guillemets, tout en ayant le niveau, tout en étant meilleur que certains, hein, puisque tu es vraiment dans le top de ta discipline. Je remarquais que sur les deux derniers King of the Air, tu perdais notamment sur la overall impression. Donc pour ceux qui connaissent pas, ou tu préciseras, hein, parce que je suis pas non plus un spécialiste, mais en gros sur ta discipline, tu as une épreuve technique. Est-ce que je rentre les tricks, les figures les plus compliquées, il y a un barème de notes, voilà. Et puis il y a une note plus artistique, overall impression, qui est une impression sur le hit global. Et j'ai l'impression que sur les 2 dernières années, tu perdais sur la overall impression, qui est la note la plus, comment dire, subjective. Est-ce que tu penses que le fait de ne pas être complètement dans le système, ça te joue des tours là-dessus? Il y a 4 ou 5 ans, il y a 4 ou 5 ans en arrière, je te dirais oui. Oui, parce que on avait des principes de notation qui étaient quand même pas très clean. Il n'y avait pas ce live scoring que tout le monde peut voir. C'était pas aussi structuré. Donc, des fois, on avait des notes qui surprenaient un petit peu tout le monde. Maintenant, ça fait 2 ou 3 ans que les choses rentrent dans l'ordre. Alors, oui, l'over impression des fois peut surprendre et on peut avoir encore ce petit côté opaque. Bon, ceci étant dit, et me concernant, l'overall impression, il est bien simple. J'ai pas eu beaucoup de points cette année, en tout cas sur mon dernier hit, et qui m'a fait d'ailleurs, qui a fait que j'étais éliminé. Pourquoi? Parce que j'ai
j'ai posé j'ai fait 3 figures, 3 playback qui n'ont pas été réceptionnés. Donc là, je perdais en qualité, je perdais aussi en diversité. Donc à un moment, la sanction est tombée, et je crois que je le reconnais. La prochaine fois, il faudra peut-être que je construise mon hit d'une autre manière, apporter des figures sur lesquelles je suis à l'aise, ne pas prendre trop de risques au début, et à la fin, apporter ce petit côté un peu technique et innovant, et au pire, si tu ne la poses pas, bah, c'est pas très grave, tu as quand même posé 3 ou 4 figures derrière. Parce qu'en fait, c'est exactement ce qui s'est passé sur mon dernier hit. La personne qui était contre moi, donc Lewis, il a pas pris, en fait, il a pas eu même besoin de prendre des risques, parce qu'il a tout posé, et il est passé. Voilà. Donc la prochaine fois, je verrai les choses autrement. Parce que toi, tu as posé des trucs beaucoup plus techniques. Hein. Je crois que tu as eu des bonnes notes sur les trucs que tu as posés. Par contre, comme tu as pas mal bâché, effectivement, ils ont donné la victoire à ton adversaire. Exactement, voilà, c'est une sanction comme une autre. Alors après, on peut aussi se poser des questions, c'est de te dire, est-ce que la sanction était justifiée? Je dirais oui, mais par contre, peut-être que l'overimpression n'encourage peut-être pas suffisamment la prise de risque. Et aussi l'innovation. Parce que ce qu'on attend d'un King of the Year d'une année sur l'autre, c'est qu'on voit des nouvelles, c'est qu'on puisse voir des nouvelles figures, qu'on puisse voir aussi un engagement et une prise de risque la plus totale de la part des riders. Qu'un rider pose, c'est une chose, mais aussi on voudrait qu'il aille un petit peu au-delà. C'est ce qui fait aussi rêver le public et c'est ce qui fait aussi rêver les riders. Donc peut-être qu'on peut réfléchir sur cette overall impression. En tout cas, nous, les choses étaient claires cette année. Il fallait poser pour que ça compte. Voilà. Peut-être que l'année prochaine, on peut y réfléchir autrement. Alors, tu n'étais pas le seul Français hein, qualifié sur le tour cette année. Vous étiez 4. 3 mecs, Antonin Rangin, Clément Huot, une femme, Angélie Brouillot. Ce qui est rigolo, c'est que sur vos 4 profils, vous êtes tous un peu des profils un peu atypiques hein, dans les pro riders. Que ce soit Angélie qui est la seule femme et qui a fait des pieds, des mains, qui s'est battue pour rentrer et c'est absolument incroyable ce qu'elle a fait. Antonin Rangin qui est prof de kite lui sur la côte ouest. Et Clément Huot qui a 17 ans, qui sortait un peu enfin pas nulle part, mais par rapport au niveau et aux personnalités du kite qu'il y avait, qui sortait nulle part. Alors c'est quoi, c'est français ça, ce truc d'être un peu à la marge dans le système du kite mondial ou c'est à l'image du tour? Non, je pense que c'est à l'image du tour. Alors, je pense qu'ils ont, ils ont été chercher Clément parce que Clément inspire et incarne la jeunesse et le renouveau. Je pense que Clément, il a quelques années devant lui. Il va sûrement apporter beaucoup de choses. Déjà qu'il en apporte énormément, en tout cas sur un plan français, mais sur un plan international, il va nous apporter des belles choses, des belles figures, et il a déjà un niveau exceptionnel à son âge. Euh, Après, Angélie l'ont prise parce qu'effectivement, elle a un niveau exceptionnel. Enfin, moi, quand je la vois rider, des fois, je complexe à côté d'elle parce qu'elle envoie fort. Et elle envoie fort. Et je veux pas être machiste, mais le fait que ce soit une femme, tu dis waouh, qu'est-ce qu'elle fait. Enfin, c'est super ce qu'elle fait. Ouais, et l'émulation, elle est super importante. Tu vois, je disais tout à l'heure au début d'épisode que moi j'avais ridé à côté de toi, le fait de te voir et dire bon bah le mec il est comme moi quoi. Enfin, et c'est juste qu'il ose et il engage quoi. Et bah le fait, je pense, quand tu vois des femmes qui qu'envoient aussi fort, mais c'est des super exemples pour tout le monde, hein, hommes et femmes confondus quoi, de se dire bah attends, la nana elle envoie du lourd. Et ben avec du boulot et de la conviction, comme tu disais tout à l'heure, je dois pouvoir faire pareil, quoi. Donc il y a vraiment un effet d'émulation, je trouve super positif. Ouais. C'est un beau signal qu'on peut envoyer effectivement aux femmes en leur disant regardez Angélie ce qu'elle fait, pourquoi pas vous? On peut aussi tous se dépasser, on n'a pas besoin d'être un mec pour aller chercher de l'extrême et pour aller au-delà de nos limites, on peut tous le faire. Alors pour finir ce chapitre un peu sur le King of the Air, je voulais te faire réagir sur une réflexion que j'ai. Le King of the Air, c'est un événement qui est assez intéressant parce qu'au départ, c'était un truc complètement satellite au monde du kite. C'était les pro-riders qui se retrouvaient un dimanche par an sur une plage à Maui pour s'amuser à faire du big air, qui était déjà plus la discipline notée. Hein. Donc c'était vraiment un truc détente. Red Bull a repris le truc en 2013 et cet événement satellite, un peu à part, est en train de devenir le main event. Vraiment le truc le plus intéressant du kite mondialement, c'est ce King of the Year. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est que ce main event qui est organisé par Red Bull, c'est un truc qui est complètement en dehors de toute fédération, d'association de sport local.
t'es même plus dans une espèce de Coupe du Monde où avant t'as les championnats de France et les meilleurs de l'équipe de France vont au championnat du monde. T'as un truc, c'est Red Bull, t'envoies tes vidéos et t'es qualifié ou pas par Red Bull. J'ai le sentiment, moi, de l'extérieur, que c'est génial parce que ça permet à des riders comme toi de sortir, ça permet de coller au plus près à ce que les gens ont envie de voir, avoir des trucs super spectaculaires. Et en même temps, euh, ça court-circuite un peu l'organisation traditionnelle du sport, associatif, fédéral. Est-ce que toi, ça provoque une réaction un peu, ou comment tu vois les choses évoluer et comment comment on pourrait les améliorer? Alors, ce que je constate, c'est que le Red Bull et l'arrivée du Red Bull King of the Air, pour moi, dépoussière un petit peu ces organisations de compétition en mode fédéral, puisqu'on a un event une fois par an et qui aujourd'hui rassemble entre 140 et 150 000 téléspectateurs en même temps, d'accord, et 10 ou 15 000 personnes sur la plage. Enfin, je trouve que c'est énorme parce que le kite est un tout petit sport, mais en un seul événement, on peut faire de belles choses. Alors après, rendre le big air et construire un tour, c'est faisable. Mais par contre, à l'échelle de notre pays, c'est peut-être un petit peu technique par exemple, parce qu'il nous faut du vent fort. Et sans vent fort, il n'y a pas de compétition. Si on n'a pas de 30 nœuds établis, il n'y a pas de compétition. En tout cas, ce sera non pas du big air, mais une autre discipline. Donc, je pense que il est important que les choses évoluent peut-être à l'international, d'organiser peut-être 5 ou 6 événements big air, mais où on sélectionnera la destination non pas en fonction du potentiel va dire d'institutions financières qui peuvent nous suivre ou de sponsors, mais plutôt qu'on sélectionnera le spot en fonction des conditions qu'on aura à la période où on l'organisera. Et, et je pense que j'avancerai vers cet angle-là et en mettant, comme le fait Red Bull, beaucoup de moyens sur la rediffusion et la retransmission. Comme ça, on a à la fois un événement quali parce qu'on est dans des conditions exceptionnelles, les riders peuvent tout donner, et en même temps, on a des moyens vidéo, audio et télévisuels pour que tout le monde puisse le suivre en live. Alors si toi tu pouvais composer un tour de Big Air en kite, ce serait quoi les étapes? Cape Town serait pour moi, à mon avis, l'incontournable. Après, je pense que c'est un pays que je ne connais pas, mais certains riders disent que par exemple Oman peut être un bon pays En juillet-août? en juillet-août, voilà, à Masira Island. On peut éventuellement glisser la partie nord-est du Brésil, où on aura 30 nœuds poussifs, mais je pense qu'on peut quand même les avoir si on est dans le secteur de Jericoacoara. Je pense également qu'on pourrait miser sur Taïwan. Taïwan, je crois que c'est côté mer de Chine, où on a des vents de nord-est assez puissants, et pourquoi pas finir sur une destination en Europe du Nord, mais alors pour le coup, qui serait plus technique à organiser, parce que ça serait lorsqu'il y a une dépression qui passe, pourquoi pas la Hollande, où on a le Megaloop Challenge. Pourquoi tu cites pas le 4 et le mondial du vent? Parce que oui, on pourrait citer le 4. Le problème, c'est que la Tramontane, et on le voit depuis plusieurs années, elle n'a pas forcément pointé le bout de son nez lorsqu'on le voulait. Donc on se retrouve avec des trames à 20 nœuds et c'est pas suffisant. En plus de ça, on n'a pas de vagues et ça n'aide pas. C'est vrai que s'il y avait des vagues, déjà, même à 25 nœuds, on arriverait à laisser haut. Mais quand vous êtes à l'E4 et que vous avez 25 nœuds, quand vous avez passé la barre des 12 mètres, c'est un exploit presque. Maintenant, on pourrait citer le 4, mais à condition d'avoir ce qu'on appellerait une waiting period assez large, au moins sur 2 mois, Ouais. pour aller chercher une trame bien puissante qui pousse à 35 nœuds. Ah, ça fait une grosse waiting période pour un tour peut-être. En termes de préparation physique, entraînement, tu fais quoi là du coup pour à 37 ans continuer à envoyer du lourd? Bon, je donnerais le conseil à tout le monde de bien s'entraîner sur un plan physique. Je suis peut-être pas le meilleur des modèles quand même. Alors, c'est bien parce que j'ai une petite amie qui est passionnée de prépa physique, donc du coup là, elle me tire à l'extérieur pour aller courir, pour aller faire des pompes, pour aller faire du gainage, enfin toutes ces choses qui sont importantes à faire. La prépa physique, j'en fais plus facilement quand je suis à Cape Town, quand j'ai un coach, quand j'ai un rendez-vous, quand j'ai pris un rendez-vous pour faire du coaching et quand j'ai une salle. Et là, à ce moment-là, je me dis, bon ben voilà, je suis en condition, je dois y aller, et si j'y vais pas pour moi, j'irai aussi pour le coach quelque part. Et au final, ça porte ses fruits, parce que c'est vrai que sorti d'une saison de Cape Town, tu te sens vraiment bien.
T'es un des seuls riders t'es un des riders qui ride sans protection aux genoux, sans orthèse. Tu fais des choses particulières pour te protéger les genoux. Pour ceux qui connaissent moins, un kiteboarder pro, tu le repères à ses orthèses, hein, des espèces de structures autour du genou pour protéger le genou. Hein. En 10 ans, le sport a pas mal abîmé les pro riders et ont ces espèces de protections autour des genoux. Toi, t'en as pas. Tu mets vachement d'engagement. Tu fais quelque chose de particulier pour protéger tes genoux? Non, alors il y a deux écoles. Il y a l'école de celui qui va protéger au maximum ses genoux, mais par contre qui va les rendre peut-être plus sensibles et plus fragiles, parce que quelque part il les déresponsabilise. Alors que quand vous n'en portez pas, vous obligez votre genou à résister à toute épreuve. Alors après, pourquoi beaucoup de riders portent des orthèses? Je pense que c'est plutôt par le fait qu'ils pratiquent le wake style, le new school. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est on se déhook, on fait comme si on était derrière un bateau et on va passer non pas le palonnier dans le dos mais la barre. Voilà, pour faire assez simple. Et ça appelle oui, à un engagement, mais surtout peut-être à des chutes chroniques où vous allez tomber régulièrement et violemment sur vos genoux quelque part. Enfin, où vos genoux vont être appelés à recevoir sans arrêt des secousses et puis des réceptions assez rudes. Ou alors en big air, quelque part on peut se faire très mal au genou, mais c'est beaucoup plus rare et c'est beaucoup moins chronique. C'est-à-dire que chaque réception, ça tape pas fort forcément dans l'eau. Ça tapera fort si on se rate, mais si on pose un saut normalement, on peut poser comme une fleur sur l'eau. Alors, t'évoquais le wakeboard. Tu pratiques quoi, toi, comme autre sport de glisse ou outdoor que le kite? Il y a un deuxième sport que j'aime bien, c'est le surf. C'est le surf parce que c'est complémentaire avec le kite. Quand il n'y a pas de vent, généralement on peut trouver des belles vagues. En tout cas ici en Bretagne, on peut trouver des belles vagues. Et j'ai l'impression, si tu veux, que quand je suis à l'eau, je ne rate pas de session de surf parce qu'il y a trop de vent et à ce moment-là je fais du kite. Et inversement, quand il y a du vent, les vagues sont pas terribles, je vais pas aller faire du surf, je vais plutôt faire du kite. Est-ce que toi, il y a un sport qui te ferait rêver que t'as pas encore eu l'occasion d'essayer? Je pense qu'un jour ou l'autre, je me mettrai à faire de la voile. À faire de la voile en mode sport. Aujourd'hui, je ne sais pas du tout piloter un voilier, mais ça, c'est quelque chose que j'apprendrai, à mon avis, dans les prochaines années. Je trouve que c'est un joli sport, avec des belles valeurs, et avec, tu vois, cette sensation d'emmener du matos, et de devoir emmener aussi des connaissances techniques, stratégiques dans une course, et également financières, parce que quelque part, faire courir un bateau, je crois que la recherche de sponsors, faut se réveiller de bonne heure pour boucler ton budget. C'est plus du kite, c'est vraiment c'est vraiment de la voile. Ah, c'est cool ça. Donc, du coup, une fois que t'auras gagné le King of the Air, t'enchaîneras sur la Jacques Vabre ou quelque chose comme ça. Certainement le Vendée Globe. Ah, génial! C'est cool ça. Ouais, t'as des projets, c'est super. Tu voyages pas mal, hein, tu l'évoquais tout à l'heure. Si tu devais choisir un spot, ce serait lequel? Je pense que Cape Town pour l'instant fait partie du spot numéro 1. Du spot numéro 1 parce que quand vous êtes à Cape Town, vous êtes à la fois pas tellement dépaysé parce que vous retrouvez tous vos repères que vous avez en Europe, mais ce qui est bien c'est quand vous êtes à Cape Town il fait bon, alors que vous savez très bien qu'en France il fait bien froid et c'est l'hiver. Et donc ça c'est pour on va dire la qualité de vie sur place. Et puis après au niveau des conditions, vous pouvez vous retrouver avec des tremplins, enfin des vagues qui fassent 2 ou 3 mètres et des conditions de vent qui sont exceptionnelles, où là vous pouvez monter très très haut. Les records de saut de hauteur se font à Cape Town, en tout cas dans la région. Alors ouais, Cape Town, il y a du vent super fort, l'eau elle est froide, il y a des requins. euh, Est-ce que c'est pour tout le monde? Et c'est pour tout le monde pareil, mais c'est grâce au fait que l'eau soit froide que que le vent souffle fort, puisqu'il y a un effet thermique qui est accentué. La présence des requins, c'est pas plus mal. On se retrouve avec moins de baigneurs à l'eau, donc c'est moins dangereux pour nous en fait. C'est tout bénef. Ah ouais, non, quand je disais c'est pour tout le monde, est-ce que c'est pour tous les types de pratiquants, le rider du dimanche ou Alors, on va dire qu'à Cape Town, vous avez quand même plusieurs spots. Vous avez aussi des spots de lagon, vous avez Langeban, vous avez Vitsand. Donc oui, vous pouvez vous initier au kite tout en allant en Afrique du Sud. Et puis si à un moment vous vous sentez pousser des ailes et que vous avez l'impression d'avoir du gros niveau, à ce moment-là vous allez sur Blueberg,
ou vous allez carrément sur les spots du Cap, tout simplement, qui sont plus exposés. Alors j'ai vu que tu proposais toi aussi, alors t'es entrepreneur, t'es compétiteur, et je vois que régulièrement tu proposes des coachings, hein. C'est d'ailleurs un truc qui se développe pas mal chez les riders dans toutes les disciplines, hein, que ce soit en kite, en surf, en ski. De plus en plus, on a l'opportunité d'aller rider, coaché par des pros. J'ai des potes qui ont été coachés par toi, en Grèce notamment. Raconte-nous un peu comment ça se passe. Quand on va à un truc avec, on va parler de toi, Aurélien Pétro, mais t'es présent, tu donnes vraiment les cours ou t'es juste là sur la photo pour faire le selfie sympa? Non, 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 je suis pas là pour, non, non, je suis pas là pour faire de la figuration. Et généralement, je vais, quand je fais une session de coaching, alors soit c'est sur des semaines thématiques, ou soit c'est à la carte. Mais quoi qu'il en soit, je suis sur l'eau avec la personne qui veut apprendre une figure. Alors, on peut aller sur des figures très basiques, apprendre à faire son premier saut, apprendre à faire son premier backloop, ou aussi apprendre des figures plus techniques comme le kite loop, le board off, enfin tout le répertoire. À ce moment-là, je suis sur l'eau avec l'élève, on a tous les deux un casque, et on peut se parler comme d'ailleurs on le fait tous les deux maths en ce moment, on peut aussi se répondre. Et le fait d'avoir un casque, à la fois ça rassure son élève, et à la fois moi je peux aussi capter un petit peu dans quel état d'esprit se trouve mon élève, s'il est, on va dire, un petit peu dans l'appréhension, ou si au contraire il va un petit peu au-delà, et si je dois aussi le freiner, parce qu'en fait tout ça c'est une histoire de curseur. L'idée c'est de faire progresser son élève sans pour autant qu'il s'expose au danger. Donc à ce moment-là, à moi en tant que chef d'orchestre justement d'orienter l'élève dans la bonne direction pour qu'à la fin on atteigne l'objectif, voilà, qu'il ait passé son premier saut, son premier backloop, et qu'il ressorte avec la banane et un très bon souvenir de cette session pour que la fois d'après il puisse se lancer tout seul. Alors pour reboucler, ouais, sur l'émulation, on l'a dit à quel point c'est important. Est-ce que toi, et ce sera la dernière question pour finir le podcast, c'est une petite tradition, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'inspire particulièrement et que je pourrais inviter pour un prochain épisode de Mordu? Je pense à une personne qui fait aussi partie de mes amis, mais une personne que j'admire en kite et en big air, je l'ai dit tout à l'heure, je penserais à Angélie Bouillot. À mon avis, qui a beaucoup de choses à faire partager à tout le monde, sa vision de la compétition, sa vision du sport, et son état d'esprit qui est juste atypique, et je trouve que c'est une belle personne. Je vais essayer de la contacter de ta part et ce serait top de pouvoir la voir parce qu'effectivement, elle a un sacré parcours elle aussi. Aurélien, un grand merci d'avoir pris le temps d'échanger. J'ai vraiment apprécié le moment. Je te souhaite tout le meilleur pour la suite et j'ai hâte qu'on se retrouve, qu'on se retrouve sur le même spot pour que j'essaye de prendre ta roue là, en termes d'engagement, même si c'est pas toujours facile. Merci, merci Matt en tout cas de cette invitation, et également un merci toujours à mes sponsors, que ce soit Duotone, Ion et les trois autres que j'ai cités avant. Voilà, merci à vous et à bientôt. Allez, salut mec, ciao. J'espère que comme moi, vous avez tiré un max d'inspiration de ce moment avec Aurélien. Il n'est jamais trop tard pour rêver grand et beau. J'espère que cela vous donnera des ailes pour rêver et passer à l'action. De l'action et du rêve, on en a eu pendant ces 12 premiers épisodes de Mordu. Un grand merci à tous ceux qui nous suivent, qui nous soutiennent, qui commentent, qui partagent et qui en parlent autour d'eux. Avec Laura qui m'accompagne sur ce podcast, on se régale. On va faire une petite pause estivale pour profiter des vacances et rider un max. On se retrouve dès septembre avec un nouvel épisode de Mordu. Un petit indice, ce sera avec un champion du monde et c'est du lourd. À très vite sur Mordu.